Je suis Justine Chapiro. Pour la première fois depuis l'histoire de Planète Insolite, nous allons traverser les États-Unis en un seul voyage, par la route 66 et au-delà. En partant du port fluvial de Lynchburg, en Virginie, je vais emprunter la magnifique route de Blue Ridge Parkway jusqu'en Caroline du Nord, puis j'obliquerai à l'ouest vers le Tennessee et les villes de Nashville et Memphis. Après être remonté vers le nord en traversant le pays des Indiens Choctaw, je rejoindrai la fameuse route 66 dans l'Oklahoma. De là, cap à l'ouest en direction d'Oklahoma City, d'Albuquerque et du Nouveau-Mexique, avant de terminer mon voyage au bord d'un cratère de météorite vieux de 50 000 ans. Aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui, la paisible petite ville de Lynchburg, sur les rives du fleuve James, était autrefois un port de première importance. Il a connu un formidable essor au XVIIIe siècle, suite à l'invention d'un type de bateau qui a changé la face de l'Amérique. Et voilà. Merci. C'est ici que commence mon voyage à travers l'Amérique, sur ce fleuve. Avant les voitures, les trains et les chariots, la jeune Amérique s'est développée grâce au transport fluvial. N'est-ce pas, Chip? Ouais, madame. Lancez les moteurs. Au boulot, les gars. Je peux aider? Oui, prenez une perche. Il faut vous y faire. Ces embarcations, qui en anglais ont gardé le nom français de bateau, ont la particularité d'avoir un fond très plat. Elles ont longtemps été oubliées de l'histoire américaine, jusqu'à ce que des passionnés comme Chip Coleman et ses compagnons ne se mettent à fabriquer des répliques avec lesquelles ils naviguent. Chip, c'est vous qui l'avez construit? Oui, avec Dustin. On a coupé nous-mêmes les arbres qu'on a débités en rondins. Qu'est-ce qu'on transportait à bord de ces bateaux? Le tabac était le principal produit d'exportation. À l'époque, il était chargé à bord de grands navires et transporté jusqu'en Angleterre. Et partout, il y avait de la demande. Avant, les gens n'avaient que les chemins indiens pour circuler. Ils ne permettaient pas de transporter grand-chose, pas plus d'un tonneau de tabac à la fois, tandis qu'un bateau pouvait en transporter une douzaine. C'est quoi ce que vous tenez? C'est un aviron de queue. Vous voulez essayer? Oui. Allez-y, l'idée c'est de le faire entrer et sortir de l'eau. Je le sors? Oui, ensuite on le bouge latéralement. Et on fait un mouvement de balayage. Oui, c'est ça. Les touristes ont la possibilité de louer ces bateaux à l'ancienne pour se promener sur le fleuve James. Mais pour ceux qui prévoient un long trajet, ce n'est pas le plus pratique. J'aime bien ce moyen de transport du XVIIIe siècle. C'est pas mal, hein? C'est très reposant. Faudrait combien de temps pour rejoindre la Blue Ridge Parkway? Oh, ben je dirais que ça prend 2-3 jours. Ah bon? Ça risque d'être un peu trop long. Je reprends la voiture et me dirige vers la Blue Ridge Parkway, une route touristique qui s'étire sur 755 km à travers les montagnes Blue Ridge de la Virginie jusqu'en Caroline du Nord. Mon trajet en voiture va m'emmener de Lynchburg jusqu'à la forêt nationale de Pisgah.
La Blue Ridge Parkway est l'une des National Scenic Byways les plus anciennes et les plus fréquentées. Sur ces routes, reconnues pour leur intérêt culturel et touristique, aucune entreprise commerciale ne peut s'installer. C'est incroyable. On traverse des océans de verdure sans voir le moindre panneau publicitaire ni le moindre commerce. C'est impressionnant. À la fin de cette journée de voiture, un léger détour me fait passer de l'autre côté de la frontière avec la Caroline du Nord. Je viens de quitter la Virginie et la Blue Ridge Parkway. Je pense que je vais passer la nuit ici, à Sparta, en Caroline du Nord. Je me demande ce que font les gens du cru le samedi soir. Les communautés très soudées de ces régions montagneuses sont connues pour leur amour de la musique et des danses folkloriques. Bravo tout le monde! Agnès et Henry Jones tiennent l'Allegheny Jubilé depuis 18 ans. Que se passe-t-il ici tous les samedis soirs? Grosso modo, ce que vous voyez ce soir. Et c'est pareil le mardi. J'adore votre fauteuil. C'est un trône? Vous êtes la reine? Oui, et je suis aussi maire par intérim de la ville. Oh là là! Voici la clé de la ville. Je m'appelle Claude Bird. Je suis de la région, de ce comté, et je suis un habitué de l'Allegheny Jubilé. Cette danse est ma préférée. Avec la main droite, vous faites tourner votre partenaire. Vous avancez, vous faites danser une autre partenaire avec la main gauche, et ainsi de suite. Bonjour, on fait quoi maintenant? Par là ou par là? C'est l'un des meilleurs endroits pour danser. On rencontre des gens charmants et il n'y a pas de poivreau. J'ai appris le flat foot, le two-step, la valse du Tennessee et je crois qu'il y a encore 10 autres danses. Bravo, merci. Moi, je suis assise. Et elle danse encore. Elle a 92 ans. Je reprends la Blue Ridge Parkway en direction du sud. La route fourmille de sites splendides, mais celui qui m'intéresse se trouve dans le luxuriant comté de Transylvania. On y trouve 250 chutes d'eau. Beaucoup de gens m'ont dit qu'une fois sur la Blue Ridge, aux abords d'Asheville, il fallait faire un détour par le Sliding Rock. C'est super sympa et très rafraîchissant, surtout quand il y a du soleil. Mais bien qu'il ne fasse pas beau, beaucoup de gens en profitent et ça m'a l'air d'une expérience à ne pas rater.
je quitte les montagnes de Caroline du Nord pour les plaines de Nashville, dans le Tennessee. C'est mon premier arrêt dans le Tennessee. Nashville se trouve à quelques kilomètres et je suis dans une plantation magnifiquement conservée, l'Ermitage, l'ancienne demeure du 7e président des États-Unis, Andrew Jackson. J'ai rendez-vous avec James Yasko, le conservateur de cette résidence présidentielle historique. Il a été le premier homme du peuple à devenir président. Jusque-là, les 6 premiers avaient été des gentilshommes virginiens ou des membres de la famille Adams du Massachusetts. Jackson a été le premier président qui s'est fait tout seul. C'était un héros de guerre, il avait remporté la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1815. Il a acquis une célébrité nationale grâce à cette victoire contre les Britanniques. Ça lui a conféré une aura. Oui, c'était le premier héros de guerre depuis George Washington. C'était un Américain emblématique qui était sorti du lot à la force du poignet. Exactement, il s'identifiait aux citoyens ordinaires. Il leur a promis de les représenter et ça a totalement changé la perception que les gens avaient du président. Il a réglé la dette nationale. La seule fois de l'histoire où notre pays a été créditeur, ça a été en 1835, sous l'effet de la politique de Jackson. Comme beaucoup de grandes figures historiques, Jackson était un personnage complexe. L'homme du peuple était aussi un riche propriétaire d'esclaves. Combien d'esclaves vivaient ici? Au moment de sa mort, environ 150. Ce qui le plaçait parmi les grands propriétaires d'esclaves. Les contours que l'on voit ici correspondent aux anciens baraquements des esclaves? Oui, ils avaient cette forme et cette taille. Combien de gens étaient logés dans cette superficie? Je dirais entre 8 et 12. Quel genre de propriétaire était-il? On hésite à dire que c'était un bon propriétaire. On sait que les esclaves avaient le droit d'avoir de l'argent et que les familles n'étaient pas séparées. Elles s'occupaient de leur propre culture et il leur donnait une part des bénéfices. Mais c'était quand même un esclavagiste. Comme aucune construction n'a été érigée sur la plantation, c'est un paradis pour les archéologues qui y effectuent des fouilles depuis 40 ans. Elle offre un instantané de la période médiane entre la Révolution et la guerre de sécession. Cette cabane d'esclaves est l'une des rares à être parvenue jusqu'à l'époque actuelle en parfait état. C'est la cabane d'Alfred. Alfred? Alfred est né esclave ici, à l'Ermitage. Il était responsable des chariots et des chevaux de Jackson. Et après la guerre de sécession, il est resté comme employé rémunéré. Quand l'endroit est devenu un musée, Alfred a été l'un des premiers guides. Vraiment? Oui. À mes yeux, Alfred est un condensé de toute l'histoire de l'esclavage. Comment ça? Il est né esclave dans cette plantation. Ensuite, il a vécu la guerre de sécession, l'après-guerre de sécession. Puis, il a eu un emploi rémunéré pour la première fois de sa vie. Alfred a vécu plus de 90 ans. À sa demande, il a été enterré près d'Andrew Jackson, dans le cimetière familial. C'est un exemple frappant des paradoxes attachés à la vie de ce président. À quelques kilomètres, le centre de Nashville propose un changement d'univers radical. Cette petite ville du Sud jouit d'une réputation internationale. C'est la capitale de la musique country et la patrie de ses plus grandes vedettes. Le Country Music Hall of Fame est le paradis des fans avides d'exposition. Les grands noms de la country, passés ou présents, y sont à l'honneur. Je quitte le bus rose pour partir à la rencontre d'un des grands auteurs-compositeurs actuels, Pam Tillis. La country balance de nos jours. C'est comme ça. C'était génial. C'est plus seulement une affaire de violon et de banjo. J'adore cette ville. J'éprouve une profonde émotion vis-à-vis de ce qui se passe ici.
de la poésie et de la magie qui y naissent chaque jour. À Nashville, on dit « tout commence avec une chanson ». Il s'agit de traduire avec des mots ce que chacun pense et ressent sans arriver à l'exprimer ou sans en avoir le talent. Alors nous, on leur tend un miroir. En fait, on est les miroirs d'une culture. Je mets le cap à l'ouest, en direction du fleuve Mississippi et du port fondé sur ses rives en 1819, la ville de Memphis. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que je composte? Juste là. Memphis a un formidable tramway qui peut vous transporter n'importe où dans le centre pour $1. Un arrêt plus loin, je découvre un lieu historique où les vestiges d'une sombre époque ont été transformés pour transmettre un message positif. Martin Luther King a été assassiné le 4 avril 1968, ici, à Memphis, au Lorraine Hotel. Sa façade a été conservée et abrite depuis 1991 le musée des droits civiques. Le musée présente des épisodes clés du mouvement pour les droits civiques et met en lumière son héritage à travers des expositions et des programmes éducatifs. Il expose une reconstitution du bus dans lequel Rosa Parks refusa de céder sa place à un passager blanc à Montgomery en 1955. Ou encore du restaurant Woolworths de Greensboro en Caroline du Sud, dans lequel 4 étudiants afro-américains lancèrent le premier sit-in car on avait refusé de les servir. Les chambres de motel qu'occupait Martin Luther King sont restées telles qu'elles étaient le jour de son assassinat. Le mouvement pour les droits civiques a été largement couvert par la presse, mais un photographe en particulier était autorisé à suivre Martin Luther King au plus près, Ernest Withers. J'ai rendez-vous avec la directrice de la fondation qui fait vivre son héritage, sa fille, Rosalind Withers. Votre père était là le jour où Martin Luther King a été assassiné? Quand il est arrivé, il y avait foule. Il a pu passer car les gens savaient qu'il était photographe. Il a pu faire des clichés des instants qui ont suivi l'assassinat, mais pas de l'instant crucial. Il a photographié le corps du Dr King? Il a été le premier à recevoir l'autorisation de le photographier après sa mort. Il a laissé une œuvre immense sur toutes sortes d'aspects de la vie quotidienne, sur le mouvement pour les droits civiques, la musique, le sport. C'est ma photo préférée. Je trouve qu'elle incarne l'essence même du mouvement pour les droits civiques. C'était quoi la mentalité de l'époque? La séparation, la ségrégation complète. Toi, tu vas ici, toi, tu vas là. J'ai une foule de photos qui montrent des fontaines à eau sur lesquelles il est inscrit « Réservé aux Blancs ». C'était comme ça dans tout le Sud. Et à Memphis, c'était particulièrement présent. Je reconnais certaines de ces photos, mais je n'avais jamais entendu parler de votre père. C'est en grande partie dû au fait que c'était un photographe noir. Et pourtant, ces clichés ont fait la une de Life et de Time Magazine. Bien souvent, il leur a envoyé ces pellicules sans que son nom ne soit mentionné à la publication. C'était d'ailleurs aussi le cas au niveau local. Il était connu pour avoir 3 appareils autour du cou. Il envoyait une pellicule à la presse blanche, une à la presse noire, et il en gardait une pour lui. On a donc des traces de tout ce qu'il a photographié. D'autres ont revendiqué la paternité de certaines de ses photos, mais nous savons qu'elles sont de lui. Je suis au championnat du monde de barbecue. Il a lieu à Memphis depuis 35 ans. Dans le Sud, le barbecue est une affaire sérieuse. Et à Memphis, elle est très sérieuse.
Ce concours annuel s'articule autour d'une multitude d'épreuves qui sont jugées et récompensées au cours de la semaine. Mais il est aussi possible de juger par soi-même. Les équipes, qui dorment sur place et cuisinent 24 heures sur 24, ouvrent leur stand au public. Par instant, le porc virerait presque à l'obsession. Les ribs de Memphis sont différentes. La viande se détache de l'os toute seule. Nos ribs sont les plus tendres du monde. Voici nos célèbres ribs. On est dans le top 10 et premier pour les ribs. Il y a 17 ans d'efforts derrière tout ça. On veut gagner le concours général cette année. Je peux goûter vos ribs? Je vous présente Hobson Sherry, notre maître de la cuisson. Ça va? Ça va bien. Enchanté. De même. Ça sent bon. Regardez-moi ça. La viande se détache toute seule. Oh, c'est chaud. Il faut la refroidir. C'était risqué, ça. Si j'étais juge, je vous donnerais une médaille d'or ou un 10 sur 10, je ne sais C'est pas. que ça vous plaît. La notation marche comment? On est noté sur 10. Merci pour tout. Le jugement est sans pitié ici. Il faut obtenir que des 10 pour avoir une chance de gagner. Alors votre 10 sur 10, ça nous fait très plaisir. C'est un régal. Mais il y a 246 stands en compétition. Il faut que j'en essaie quelques autres avant de me prononcer. À Memphis, tous les chemins mènent à Graceland. Bien qu'Elvis Presley soit mort en 1977, sa maison est toujours très visitée. C'est le mausolée du roi du rock'n'roll. Le King a disparu il y a déjà longtemps, mais à Graceland, son esprit est toujours présent. Plus d'un demi-million de touristes y viennent chaque année, ce qui en fait la deuxième demeure la plus visitée des États-Unis, juste derrière la Maison-Blanche. Ils peuvent voir la pièce où Elvis aimait se détendre, là où il cuisinait, là où il mangeait. Seul l'étage où Elvis est mort n'est pas visible. À l'extérieur, près du coin piscine, les fans peuvent se rendre sur sa tombe. Dernière addition en date, le musée des voitures d'Elvis permet d'admirer 33 de celles qu'il préférait, notamment la Cadillac Rose qu'il a achetée en 1955 et offerte à sa mère. Ces deux avions, décorés par ses soins, sont aussi exposés. L'hôtel Peabody fait partie des hauts lieux de la ville. Il est célèbre pour son architecture de 1869, son élégance à l'ancienne et une étrange tradition. Elle a débuté comme une farce dans les années 30 avant de devenir un véritable phénomène. Certains viennent à Memphis pour Elvis, d'autres pour voir les canards du Peabody. La journée de ces canards est réglée comme du papier à musique. À 10 heures, ils quittent leur palace situé sur le toit, puis ils prennent l'ascenseur pour descendre dans le hall et rejoindre la fontaine en marbre où ils nagent toute la journée. À 17 heures, ils rentrent chez eux sous la conduite de l'employé qui prend soin d'eux à plein temps. Ces vénards ont vraiment le meilleur job du monde. Ils ne travaillent que 3 mois dans leur vie. Ils partent ensuite à la retraite dans une ferme de la région. Pendant leur brève carrière, ils vivent dans une résidence de luxe avec une vue imprenable sur Memphis. Voici Beale Street.
Toutes les légendes du blues ont été découvertes ou ont au moins joué ici. Les gens continuent de venir en masse pour vivre l'histoire de la musique en direct. Les origines de cette rue remontent aux années 1840, quand les marchands qui commerçaient sur le Mississippi y ont installé des magasins. Ce quartier en plein essor a bientôt attiré des musiciens noirs venus de tout le sud du pays. Et dans les années 1900, sa réputation de centre névralgique de la musique noire était déjà établie. Les nightclubs, à vocation touristique, ne sont pas désagréables. Mais pour ceux qui veulent plonger au cœur de la musique blues, mieux vaut essayer le Wild Bills. Cette boîte du nord de Memphis attire toutes sortes d'amoureux du blues. C'est l'endroit rêvé pour rencontrer des experts à qui je vais enfin pouvoir poser la question « C'est quoi le blues ?» Si tu joues du blues comme moi j'aime le jouer, c'est pour toucher les gens. C'est un sentiment. Le blues peut être gai. Tu te mets à réfléchir. Tu comprends? Dans les années 1830, les Choctaw furent l'une des 5 tribus amérindiennes à être brutalement expulsées de leur terre natale et réinstallées sur les étendues sauvages de l'Oklahoma. Pourquoi vous faites cette marche? Pour rendre hommage à nos ancêtres et à ce qu'ils ont enduré pour nous amener jusqu'ici. Vous êtes Choctaw? Oui. Beaucoup de marcheurs ont un physique amérindien, mais d'autres comme vous font plus blanc. C'est vrai. Mais vous avez tous du sang amérindien, c'est ça? Moi, j'ai du sang Choctaw et Chickasaw. J'imagine qu'on est plus mélangés parce qu'on a accepté les différentes personnes qui ont migré autour de nous. C'est ce qui a fait de nous une tribu aussi importante et aussi puissante. Les Choctaw ont été déplacés d'Alabama et du Mississippi, les Creeks de Géorgie, les Séminoles de Floride, les Cherokees de Caroline du Nord et les Chickasaw du Tennessee. Et tous ont abouti au territoire indien d'Oklahoma. Pendant que je regarde un match d'Ishlatabi, l'ancêtre de la crosse, je discute avec Joe Watkins, le directeur des études amérindiennes de l'Université d'Oklahoma. Andrew Jackson leur a dit « Le seul moyen de vous protéger des États de Géorgie, d'Alabama et du Tennessee est de vous éloigner de cette influence européenne. Vous irez en Oklahoma, où personne d'autre ne sera autorisé à aller. Ça restera à tout jamais un territoire indien. » Dans quelles conditions les Indiens ont-ils affronté cette piste des larmes? Ça a été un calvaire. En gros, ils n'ont pu emporter que ce qu'ils pouvaient transporter sur leur dos. Ceux qui avaient la chance d'avoir un chariot l'ont rempli avec tout ce qu'ils pouvaient.
Les personnes très âgées et les plus jeunes voyageaient à bord des chariots, mais tous les autres devaient faire entre 50 et 60 km à pied par jour. C'était des marches forcées. Ils avaient un emploi du temps à respecter. Ils étaient mal préparés pour ce voyage. Il manquait de provisions, de médicaments. Et ils ont parfois dû braver la pluie, la neige, les conditions très rudes. Entre 10 et 12 000 personnes y ont laissé la vie, par manque de moyens. Ça a été terrible. 1, 2, 3, on y va! Pour finir, les promesses ne furent pas tenues et les rêves de vie meilleure s'envolèrent. Mais les 5 nations indiennes ont survécu. Elles se sont installées sur leurs nouvelles terres et s'y sont développées. La fameuse route 66, une des premières autoroutes inter-États, a vu le jour en 1926. Elle reliait Chicago à Los Angeles en allant de ville en ville, ce qui lui a valu le surnom de Grand Rue de l'Amérique. Je la récupère à Miami, dans l'Oklahoma, et je me rends à Oklahoma City. De nos jours, la route 66 a des allures de route fantôme. Il reste peu de panneaux qui l'indiquent. Elle a été officiellement déclassée en 1985. Certaines portions ont même été passées au bulldozer pour construire de plus grandes autoroutes. Mais ici, dans l'Oklahoma, les gens se targuent d'avoir la plus grande portion de la route 66 encore intacte. Tout est comme avant. 2 voies passent dans des rues principales à l'ancienne, comme ici, à Miami. C'est comme si on remontait le temps. Bonjour Justine. Bonjour Dave. Ça va? Très bien. C'est superbe. Je la ferme comme ça? Oui. À nous la route 66. C'est parti. David Kane apprécie d'arpenter la route 66, presque autant qu'il aime sa collection de voitures anciennes. Dans sa Packard 1936, nous parlons de l'époque des raisins de la colère et de la route mère, surnom trouvé par l'auteur John Steinbeck, pour évoquer les multitudes de pauvres qui partaient vers l'ouest en l'empruntant. Imaginez tout ça dans les années 30, avec de la poussière, des gens venus du Missouri, de l'Oklahoma, sans endroit où dormir, sans nourriture, dans une Ford T, tous en route pour la Californie. C'était un peu comme un convoi. Absolument, un flot continu. Et à mes yeux, la portion de route que nous empruntons ramène à la vie tout ce pan de l'histoire des États-Unis. Vous voyez le béton sur les côtés? Oui. Il marque les bordures. Voilà la vraie largeur de la route 66. C'était très étroit en fait. Oui, c'est ça. Quand vous croisiez un véhicule, il fallait faire ça. Vous aviez 2 roues sur le bitume et 2 autres sur le gravier. La route 66 nous fait passer par le centre d'Afton, où une vieille station essence des années 30 a été transformée en musée. Il accueille les voitures de Dave et divers souvenirs de la route 66. Mon voyage dans le temps m'entraîne ensuite dans les années 50, quand la route 66 est devenue un itinéraire de vacances pour une Amérique d'après-guerre plus prospère. Puis viennent les années 60, l'âge d'or des attractions kitsch, des magasins de souvenirs et des drive-in. On peut se sentir seul sur la route. Pour se faire de nouveaux amis, on peut toujours devenir membre d'un club automobile. Au revoir. Bye bye.
Le nom d'Oklahoma City évoque des images de western, de cow-boys et de troupeaux de bétail. C'est en réalité un endroit assez moderne. Mais en périphérie, le quartier de Stockyard City abrite de nombreux magasins destinés aux cow-boys et aux éleveurs de bovins. On ne peut plus vraiment voir l'Ouest sauvage de nos jours, mais il se fait encore sentir. D'ailleurs, je le sens. Il est par là. Depuis 1910, les parcs à bestiaux d'Oklahoma City constituent l'un des plus grands marchés à bétail du monde. Si vous êtes végétarien, ces parcs à bestiaux ne sont pas pour vous. Bailey Ballou est commissaire-priseur. Adjugé au numéro 65. Comment faites-vous pour parler aussi vite et qu'en même temps on comprenne ce que vous dites? C'est une illusion de magicien. La principale information à faire passer, ce sont les chiffres. On cite les offres faites et les offres que l'on souhaite. Les chiffres doivent être compréhensibles. Le reste, c'est ce qu'on appelle du remplissage. Il peut s'agir d'un mot, d'une suite de mots, d'une expression. Par exemple, pour $1 la livre, on dit $1 l'une. D'accord. 101, 101, 101, qui veut 101, 101, 101 dans l'une, 102, 102, 102, qui veut 102, 102, 102 dans l'une. J'aime bien votre truc, là. C'est ça le rythme. 101, 101, 101, 101, dans l'une, dans l'une. C'est ça le remplissage. C'est pas vraiment des mots. C'est un truc qu'on essaie de faire avec la langue ou la bouche. Souvent, il s'agit d'abréger ce qu'on dit. Pour en chair ouverte, on dit chair ouverte. Chair ouverte. Ça explose plus. Chair ouverte. Chair ouverte, chair ouverte, chair ouverte, chair ouverte. Chair ouverte, chair ouverte, chair ouverte, chair ouverte, chair ouverte. Ou alors, qui dit quoi? 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 L'un, qui dit deux. L'un 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 qui dit trois. L'un qui dit trois. L'un qui dit trois. L'un qui dit quatre. L'un qui dit L'un qui dit quatre. L'un qui dit quatre. L'un qui dit quatre. Et voilà. Le bœuf représente un marché important aux États-Unis. Oh oui, c'est un marché très important. Ici, on est en plein pays d'élevage. Une très grande partie du bœuf américain vient du Texas et de l'Oklahoma. On se trouve au centre de l'Oklahoma et beaucoup de bétail passe par ici. Le commerce est très important. Toutes ces bêtes vont finir en hamburger? Oui. Tous bétail. À l'exception de quelques génisses qui retrouveront peut-être les pâturages. Mais je dirais que 99% de tout ce qui va se vendre aujourd'hui finira dans les assiettes et dans les congélateurs. Je laisse Oklahoma City derrière moi et je poursuis vers l'ouest par la route 66. Je traverse la région du Texas Panhandle et fais route vers Albuquerque, au Nouveau-Mexique. En quête d'authentiques saveurs du sud-ouest, je m'arrête dans le nord d'Albuquerque au restaurant El Pinto. Enchiladas au piment rouge et fromage. Je tombe sur Dave DeWitt, critique gastronomique surnommé le pape du piment. Le Sud-Ouest est réputé pour ses piments rouges. Le Nouveau-Mexique en produit plus que n'importe quel autre État, et ce depuis longtemps. Nous avons des festivals du piment. Et il y a toute une culture qui tourne autour du piment, avec des livres, des clubs, des organisations. Il y a même des collectionneurs de sauces pimentées. C'est comme ça ici. Vous êtes au bon endroit si vous aimez la cuisine relevée. Il y a une sauce spéciale ici, la scorpion salsa, mais elle ne figure pas au menu. Ah bon? Non, elle est rare. C'est la sauce la plus forte du monde. Elle est fabriquée ici, mais ils en parlent peu car autrement, dès qu'ils en font, tout se vend en quelques heures.
Quel est l'intérêt de produire une sauce trop épicée pour être mangée? La scorpion salsa a beaucoup de saveur, mais elle est super forte car le piment scorpion est le plus puissant du monde. Bien entendu, ils doivent l'atténuer un peu car il présente un taux de plus d'1 million d'unités Scoville. C'est quoi les unités Scoville? C'est l'unité de mesure des piments. Ça existe, ça? Oui. En 1912, Wilbur Scoville a élaboré ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'échelle de Scoville. Elle va de 0 à plus d'1 million. Où se situe le Tabasco, par exemple? Entre 3 et 4 000. Unité Scoville. Oui. Et combien fait le piment scorpion? 1 200 000. Wow. Ouais. Incapable de résister à l'envie de goûter cette sauce, je demande à rencontrer les patrons d'El Pinto, Jim et John Thomas. Il ne leur reste plus que quelques pots. Je m'apprête à goûter la sauce la plus pimentée du monde. Ça fait beaucoup, non? C'est trop? Oui. D'accord. Je vais ingérer la plus forte sauce de la planète Terre. Les secours sont prêts? Oui. Il y a de la crème, du lait, du guacamole. Je suis une fan de piment. Et je m'apprête à goûter la sauce la plus forte que l'homme connaisse. Visez ça. J'y vais. Allez, il faut croquer. Je m'apprête à goûter la sauce la plus forte que l'homme et la femme connaissent. Elle est conçue pour être comestible. Allez. Je ne peux pas prononcer ce mot à la télé. Le mot qui me vient, je n'ai pas le droit de le dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a du goût. Il y a beaucoup de saveurs. C'est très fort. La brûlure chemine maintenant dans ma gorge et sur mes lèvres. Et je ne saurais dire ma gratitude pour la crème. Elle l'a fait. Et le lait. Et le guacamole. Merci. D'Albuquerque, je fais un détour par le sud pour me rendre près de Magdalena au Nouveau-Mexique. C'est ici que la première bombe atomique a été testée et que le gouvernement cacherait des ovnis et des extraterrestres, à en croire diverses théories du complot. Les antennes radio géantes qui apparaissent soudain le long de la route évoquent une invasion extraterrestre. Mais les visiteurs sont les bienvenus pour vérifier par eux-mêmes qu'elles ne sont pas l'œuvre des petits hommes verts. Dave Finlay appartient à ce genre de recherche qui a effectué d'importantes observations des trous noirs, des amas de galaxies et des étoiles. Vous pensez que l'intelligence extraterrestre existe? Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait une vie extraterrestre. Nous pouvons voir les précurseurs de la vie, même avant l'apparition des planètes et des étoiles. Il est probable que la vie prendra forme d'une manière ou d'une autre, mais nous n'en avons toujours pas confirmation. Je repars vers le nord et la route 66 pour rouler en direction de l'ouest et de la dernière étape de mon voyage près de Winslow. J'ai rendez-vous avec Jeffrey Notkin, fin connaisseur du cratère vieux de 50 000 ans qui m'amène ici. Pourquoi est-ce qu'on vous surnomme Météorite Man? Je suis un spécialiste des météorites. Je suis auteur scientifique et je sillonne le monde pour en trouver. Je fais de la récupération et des recherches. Et à mes yeux, il n'y a rien de plus fascinant sur Terre que les météorites. Ce sont d'authentiques visiteurs venus de l'espace. En plus d'être des objets fascinants et secrets, ils ouvrent une fenêtre sur le système solaire dans lequel nous vivons tous.
J'adore ce site. C'est ici qu'un énorme morceau de fer issu du cœur d'un astéroïde a heurté notre planète avec une telle force qu'il a fait naître ces crêtes et creusé un immense cratère. Sous leurs allures de banale colline, ce sont en réalité les contours du cratère. Mais on ne peut pas voir le cratère d'ici. Le cratère est privé. Pour le visiter, il faut passer par un centre d'accueil et payer son entrée. Il y a un sacré vent aujourd'hui. Il est rarement aussi fort. C'est incroyable. Quelle taille faisait le météore qui a creusé ce trou? Il était beaucoup plus petit qu'on ne pourrait l'imaginer. On pense qu'il devait faire la taille d'un petit immeuble de 4 ou 5 étages. Ça fait une grosse météorite. Mais en comparaison des dimensions du cratère, c'est peu. Ce sont sa densité et la vitesse à laquelle il a percuté notre planète qui ont généré l'énorme explosion à l'origine de ce cratère, qui peut sembler plus vaste qu'il ne devrait être. Les météorites qu'on voit dans les films hollywoodiens sont en flammes. Il y a de la fumée de partout et d'énormes explosions. Mais en réalité, la plupart ne sont pas incandescentes quand elles frappent la Terre. Quand elles entrent dans l'atmosphère, plus l'atmosphère se densifie et plus elle ralentit. Si une météorite grosse comme une balle de baseball devait arriver sur Terre, elle se contenterait d'atterrir à la surface en ne laissant qu'une petite empreinte. Il n'y a que les plus grosses et les plus denses qui, en se déplaçant avec suffisamment de vitesse, peuvent traverser l'atmosphère et faire ce genre de cratère. En d'autres termes, à tout instant, une météorite pourrait frapper Los Angeles, New York, Chicago ou San Francisco sans préavis. Et boum, tout le monde est mort. Absolument. Désolé de vous faire peur, mais la bonne nouvelle... Oui, c'est quoi la bonne nouvelle? Il y en a une? Oui, et elle est excellente. Les impacts de cette ampleur sont extrêmement rares. Bonne route. Merci, Jeff. Attention à vous. Au revoir. Et au météore. Depuis une vingtaine d'années, j'ai voyagé dans plus de 40 pays. Et bien que peu à peu le monde rapetisse, mon plaisir reste immense. Les voyages sont magiques. Ils me font découvrir des endroits différents et les vies d'autres gens. Ce qui a été remarquable avec ce voyage, c'est que pour une fois, je n'ai pas eu à aller bien loin pour trouver la magie. Parfois, il suffit de regarder autour de soi.